Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les éléments. Je sais que c'est difficile de se rendre jusqu'ici aujourd'hui. Merci d'avoir bravé les éléments, à l'instar d'ailleurs des bateaux dont on va parler tout à l'heure. Merci de rester jusqu'à cette horaire aussi un petit peu tardive pour discuter, évoquer ce merveilleux projet. Et évoquer ce sujet qui deviendra, je l'espère, on l'espère toutes et tous, essentiel dans les années qui viennent, la décarbonation du transport maritime. Alors moi, je suis Guillaume Ledy, je suis directeur éditorial et journaliste à l'ADN, le média qui déchiffre les tendances, et j'ai le plaisir d'animer donc cette conversation ce soir. Je disais qu'il serait pas mal que le sujet devienne essentiel parce qu'aujourd'hui, alors vous le savez mieux que moi, vu que vous êtes toutes et tous des experts et des expertes du sujet, mais aujourd'hui, le transport maritime génère à lui seul 3% des émissions de gaz à effet de serre et les projections tablent en moyenne sur 17% à horizon 2050. Alors, si on fait une petite comparaison, à l'heure actuelle, si le transport maritime était un pays, il se classerait déjà parmi les 10 plus grands émetteurs mondiaux. Heureusement, certains dans le secteur commencent à prendre son impact sur le réchauffement climatique au sérieux et développent depuis un certain nombre d'années, en tant que pionniers, des innovations et des solutions. Nous allons nous pencher sur l'une d'entre elles ce soir. Vous le voyez derrière moi, il est vraiment très beau, le cargo à voile. Alors, une sorte donc de retour vers le futur, puisque quand on parle de cargo à voile, on évoque l'âge d'or de la marine marchande et l'envie de monter sur ces vieux gréements. En l'occurrence, c'est un gréement moderne, tourné vers demain, et c'est le résultat, c'est également noté sur la coque du bateau, c'est le résultat du travail acharné des équipes de l'armateur TOT. Alors on verra ce que ça veut dire TOT tout à l'heure. Et il a lancé cette première mondiale. Les plus grands voiliers cargo de l'histoire moderne ont entrepris leur traversée entre l'Europe et les Amériques. Résultat, on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais résultat, une réduction des émissions de CO2 de plus de 90% sur cette route transatlantique, tout en conservant une efficacité comparable, encore une fois on en discutera, comparable au fret maritime traditionnel. Donc à bord de ces superbes voiliers dans les cales, on retrouve des produits d'excellence comme le champagne ou le cognac, ou encore le café de spécialité, qui voyagent d'un continent à l'autre, avec donc un impact environnemental drastiquement réduit. Et comme une image vaut 1000 mots, en tout cas 1000 de mes mots, voici à quoi ça ressemble en images. Ça donne envie. Ça donne envie. Et pour en parler un petit peu plus longuement, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène avec moi la cofondatrice et directrice générale de TOT, Diana Messa. Vous pouvez applaudir, ça va réchauffer un petit peu la salle et l'ambiance. Diana Messa. Et pour remplir les bateaux de Diana, on a celles et ceux qui le permettent. D'abord, Sonia Lemann, directrice RSE de Martel Moum Perrier Jouette, que je vous prie d'applaudir bien sûr. Et Alexandre Bélanger, le président de Belco, une entreprise familiale qui est indépendante, qui source, importe et distribue des cafés verts de qualité. Alors on verra, tout ça est très très lié. Merci à tous les trois d'être avec nous ce soir à cette heure-ci. Je vais commencer avec vous, Diana, qui êtes la plus loin de moi. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu le lancement et la genèse de ce projet TOT, parce que je disais ça a pris des années. Effectivement, ça a pris des années. Racontez-nous un petit peu quand vous avez eu cette idée un peu folle et quelles sont les dernières nouvelles. Oui, donc merci beaucoup. Je suis vraiment ravie et émue d'être ici aujourd'hui autour de la table avec des clients qui sont aussi des partenaires et qui ont, comme vous allez les voir, accompagné les projets et ils font partie du projet. Et grâce à eux, aujourd'hui, on a 2 goélettes, comme celles que vous venez de voir, qui sont chargées avec ces produits d'excellence.
Donc moi, je suis Diana Messa, je suis colombienne. Et donc je suis née 2600 mètres loin de la mer, mais c'est vrai que les projets qui a commencé en 2011 avec Guillaume Legrand, qui lui est né en Bretagne, donc avec cette expérience de la voile de plaisance, la puissance de la voile et du vent. C'est un projet qui est né d'un double constat et en Paris. Le double constat, c'est que la voile, les vents au large sont abondants et de plus en plus prédictibles. Et le deuxième constat, c'est que les shipping, donc les transports maritimes, a beaucoup de mal à décarboner. Donc les paris qu'on a depuis 2011, c'est d'utiliser la voile comme moyen de propulsion principale pour transporter des marchandises. Donc en 2011, on était des armateurs, on a utilisé des navires existants qui avaient beaucoup de désavantages, mais bon, ils existaient, ils importaient ce savoir-faire. Et en 2015, on a commencé, on a vu les limites de ces navires. C'est-à-dire qu'il y avait des équipages pléthoriques, c'est des navires en bois, donc la maintenance était assez coûteuse. Et suite à ces constats, on s'était dit qu'il faudrait développer un concept de navire moderne qui puisse être adapté à nos besoins, aux besoins de nos clients. Donc en 2019, ce qui est, moi, je trouve aussi fait partie de l'histoire, c'est qu'un de nos anciens clients de ce transport est devenu un associé, et avec lui, on a développé ce concept qui est devenu une réalité. Donc aujourd'hui, grâce aussi aux clients qui ont participé à cette levée des fonds, cette étape de financement qui a débuté à partir de 2020, on a réussi à les financer et aujourd'hui, depuis quelques semaines à peine, à les exploiter. Donc les bateaux sont actuellement, ce dont on parle, ce qu'on a vu là, c'était pas une vision créative, hein, c'était pas une maquette. Les bâtons sont sur l'eau à l'heure actuelle et ont entamé les traversées. Tout à fait, c'est ce qui a été un projet depuis 2011 et devenu une réalité. C'est vous aujourd'hui qui avez la primeur de la première expérience à voile. Et ces bateaux, donc en 6 ans, vous avez développé le concept et vous l'avez construit, les bateaux spécifiques, hein, ceux qui ont pris la mer là. Les étapes, qu'on comprenne bien juste simplement, très rapidement, les étapes du développement, vous avez dit que vous aviez eu des partenaires, l'impact des partenaires sur ce développement-là. Oui, tout à fait. Au début, c'était vraiment les gouvernements, c'est-à-dire l'ADEME nous a soutenus pour les projets de recherche. Et c'est en 2016 qu'on a commencé nos premières études de marché. On a rencontré Belco à cette époque-là. Peut-être c'était un peu tôt. Il faut se rappeler aussi que le contexte a beaucoup changé. Quand on a commencé en 2011, personne ne parlait de décarbonation. Ce n'était pas vraiment un sujet important. Il y avait aussi les sujets de consommation non plus. Il n'y avait pas des produits bio dans les supermarchés, par exemple. Donc c'était vraiment peut-être un peu tôt, mais ça nous a permis de rencontrer des chargeurs qui avaient les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans cette démarche, plutôt pour la partie production, pour les cafés et aussi la distribution. Et c'est vrai que quelques années après, quand on s'est revus, c'était ces chaînons manquantes entre la production et la distribution pour des produits qui viennent de loin. Il n'a pas de café qui puisse pousser ici en Europe. Et c'est devenu vraiment... c'est une coïncidence qui a donné lieu à la concrétisation du projet. Et donc on a la chance d'avoir donc du coup Transocéanique Wind Transport, hein, c'est TOT, c'est ça que ça veut dire, la représentante de TOT ici, et puis aussi ces partenaires qui permettent aux bateaux d'être chargés en produits. Parmi ces partenaires, Sonia Lemann, je vous prie de prendre le micro parce que je vais vous dire bonsoir. 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 Vous êtes directrice RSE de Martel Moum Perrier-Jouët. Alors, Martel Moum Perrier-Jouët fait partie du groupe Pernod Ricard. Vous savez peut-être pas que le groupe Pernod Ricard, c'est quand même 240 marques et numéro 1 des spiritueux premium. Et le groupe Pernod Ricard s'engage sur un certain nombre de projets, comme celui-ci. Et vous étiez engagé dans le projet assez tôt. Même question, en fait, racontez-nous un petit peu de votre côté la genèse de ce projet, et puis je l'ai dévoilé un petit peu, mais ce qui transite dans ces jolis bateaux à voile. Donc, bonjour, ravi d'être là aussi à vos côtés.
Donc moi, je m'occupe du développement durable pour la partie prestige, mais on fait partie d'un groupe qui est engagé sur une trajectoire de décarbonation, une trajectoire SBTI avec des objectifs à 2030-2050. Et SBTI, ça part à tout le monde dans la salle, c'est bon, hein, je crois que tout le monde on est à Pro Durable, donc c'est bon. Voilà. Et donc dans ce contexte-là, on travaille sur nos principaux postes d'émissions. Qui sont l'amont agricole, les emballages, la distillation pour la partie cognac, et puis le transport qui correspond à peu près à 10% de notre empreinte carbone. Et on avait déjà engagé, donc depuis 2019, on a déjà réussi à réduire de 30% notre empreinte en évitant l'avion, qui est 100 fois plus émissif que le transport maritime, en privilégiant le multimodal, donc le train, le fluvial, et sur le transport routier restant en privilégiant les biocarburants. Mais au total, on a à peu près 50% de nos flux qui sont, de nos émissions qui sont liées au transport maritime. Donc il nous fallait une solution de rupture. Et c'est nous en 2020 que la rencontre s'est faite avec notre directeur supply et puis l'équipe de TOWT et aussi notre CEO qui a été tout de suite assez convaincu et moteur sur le projet. Donc c'est avant tout une rencontre, le partage de valeurs, la confiance aussi, et puis une solution qui nous semblait la plus prometteuse de ce qui existait à l'époque, enfin qui n'existait pas encore, mais qui voilà. Et l'idée c'était de soutenir cette solution qui est à la fois efficace et imbattable d'un point de vue environnemental. Je pense qu'on reviendra sur les niveaux de décarbonation que ça permet. Et donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et aujourd'hui, donc l'impact dans ces fameuses cales de bateaux, vous avez un certain nombre de produits qui circulent à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle. Oui, donc le premier départ a eu lieu en août et donc on avait 85% de ce qui a été chargé, qui étaient des produits, donc des champagnes Moum, Perrier-Jouët et du cognac Martel. Et voilà, et l'idée c'est vraiment d'utiliser ce nouveau mode de transport comme le mode de transport par défaut sur cette route. Celui qui va pouvoir effectivement prendre peut-être le pli. On parlera des perspectives tout à l'heure, mais pour un certain nombre de vos produits. Il faut donc qu'il y ait des produits au départ du Havre, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi à réception, que le bateau revienne chargé. Et c'est là que vous intervenez, Alexandre Bélanger, c'est bien ça. Alexandre Bélanger, vous représentez donc, vous êtes le président de Belco. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous faites chez Belco et en quoi vous êtes inscrit, vous, dans ce projet, depuis un petit moment également, et comment ça se traduit concrètement aujourd'hui. Ça, c'est une grande question. Alors, allez-y, on a un peu de temps, c'est bon. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Belco ? Donc, Belco, c'est une société d'importation, de sourcing, d'importation et de distribution de café et de cacao. Globalement, on a commencé il y a une vingtaine d'années avec un modèle assez traditionnel sur un marché standardisé. Et il y a une dizaine d'années, on a eu une grosse prise de conscience et on s'est dit c'est plus du tout possible de continuer à faire notre métier comme ça, il n'y a plus d'avenir. Donc pour moi à l'époque j'avais 32 ans, donc c'était un petit problème quand même de ne pas pouvoir me projeter dans l'avenir. Et donc on a décidé de casser un petit peu tous les codes de la filière et de réinventer nos filières, de réinventer notre chaîne de valeur et de travailler sur la désirabilité à long terme des produits café et cacao. Voilà. Comme Diana l'a dit, on a commencé évidemment par la partie agricole. Hein. Donc, on s'est tourné vers l'agroécologie, l'agroforesterie. On a monté une filiale en Éthiopie. Bref, si je commence à raconter tout ça, on va passer vraiment longtemps. Restons sur le transport. Et, voilà. Et donc, non, mais c'est quand même important parce que le sujet, c'était d'avoir une cohérence globale. Si on veut travailler sur la désirabilité d'un produit, la filière agricole est importante, mais pas que. Et effectivement, Diana l'a évoqué tout à l'heure, le café ne peut pas être produit en Europe, le cacao non plus. Et donc, on avait un trou entre les pays producteurs et globalement notre marché, donc nous on travaille dans toute l'Europe, qui était le transport. Et quand on a regardé un petit peu quel était l'impact en fait du transport, rapidement on s'est dit que c'était pas du tout OK et qu'on ne pouvait pas du tout assumer le bilan environnemental global
du transport. Et 2, c'était quand même quelque chose avec un imaginaire assez fort. Donc il y avait globalement un fort pouvoir de valorisation et également de valorisation de la démarche agricole en amont qui est hyper importante, mais qui n'est pas super sexy et globalement qui n'intéresse pas grand monde. Donc voilà, donc on a commencé comme ça en 2016-2017. Et puis en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'avec les petites goélettes, ça ne pouvait pas marcher, c'était trop petit. Et puis 20 tonnes par 20 tonnes, où on faisait à peu près 10 000 tonnes de café et de cacao. Donnez-nous un peu un ordre d'idée. En fait, globalement, il aurait fallu 500 goélettes pour pouvoir importer les cafés. Bon, on est tout petit, hein, nous, par rapport au groupe Pernod Ricard, évidemment. Néanmoins, il aurait fallu beaucoup trop de goélettes. Et donc, assez rapidement, dans les échanges que j'avais avec Diana, avec Guillaume à l'époque, le sujet était de dire, en fait, on ne peut pas passer à l'échelle avec les solutions existantes. Il nous faut autre chose. Et là où Diana, Guillaume ont été extraordinaires, c'est qu'ils ont été très tenaces. Et 3 ans après nos premiers échanges, ils sont arrivés avec des plans. Et ils m'ont dit, OK, on a un rêve à partager avec toi. Et on a commencé à travailler sur les plans, sur les rêves. Les premières LOI ont été signées peu de temps après. Et puis voilà, on a quand même participé à la levée de fonds en 2022 et on a eu la chance, d'être à la fois chargeur client et associé de Tote aujourd'hui. Et on est hyper fiers de ce qui se passe maintenant avec ces cargos voliers. On est hyper fiers de faire partie de cette histoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Si, non, mais c'était au moment, en tout cas, ça me convient. Je pense que s'il y a des questions dans la salle, de toute façon, on les prendra tout à l'heure. J'ai oublié de le préciser, donc restez bien jusqu'au bout. Vous avez vu, il y a des micros qui vous seront dédiés tout à l'heure. Non, je voulais juste aborder un deuxième point avec vous, Alexandre, qui va me permettre de passer à la deuxième partie de notre conversation autour de justement la faisabilité économique. Parce que, alors, ce qui transparaissait quand on a préparé cette conversation, c'est effectivement la fierté commune de vous trois de participer à ce projet, d'avoir rendu ça possible, ce qui est quand même effectivement assez incroyable. Mais il y avait aussi une notion de faisabilité et d'impact économique jusqu'au bout de la chaîne. Et vous, le bout de la chaîne, c'est vos cafés en magasin et c'est du coup des clients physiques qui se rendent en magasin. Il y a un surcoût quand même par rapport au transport classique. La réponse est oui. Et est-ce que ce surcoût, j'allais dire, comment vous l'assumez, puisque vous l'assumez bien évidemment, mais comment vous l'assumez et quel impact ça a sur les clients, sur les ventes finales? Oui, alors donc il y a un surcoût économique, évidemment, mais il y a aussi plein de bénéfices face à ce surcoût. Il y a un surcoût, globalement, c'est de l'ordre de 3 à 4 fois plus cher qu'un transport classique. Mais quand on a pris cette décision et quand j'ai pris ce risque il y a quelques années, le sujet c'était de dire, est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on assume le transport maritime classique ou est-ce qu'on a envie de s'investir dans autre chose? Et on ne s'est pas trop dit, est-ce que le consommateur est capable de payer surcoût? On s'est plutôt dit, est-ce qu'on a envie d'intégrer ce mode de transport dans notre business model? Et à partir de ce moment-là, comment on fait pour globalement le faire accepter aux consommateurs? Néanmoins, en regardant un petit peu l'impact économique et en se disant, bon, ça va coûter à peu près 20 centimes de plus sur un paquet de café de 250 grammes. À l'époque, on raisonnait beaucoup sur le sujet du paquet de café. Et compte tenu du fait que nous, on travaille exclusivement sur des filières qui lient paysans, artisans et qui concernent des cacaos et des cafés durables, on ne travaille pas sur des paquets de café qui globalement coûtent 3 € aux consommateurs. Donc on est plutôt sur des paquets de café qui vont coûter 7 à 10 € les 250 grammes. Donc ajouter une vingtaine de centimes, ça nous paraissait complètement OK et surtout parfaitement aligné avec l'ensemble de la démarche en amont et donc avec ce que le consommateur pouvait venir chercher quand il achetait un café ou un cacao durable chez un artisan. Oui, il y a une forme de cohérence qui se vérifie jusqu'au bout. Pour rester sur cette notion économique, Diana Messa, on comprend effectivement l'importance d'avoir été soutenu dans ces levées de fonds, dans ces tours de table par des partenaires qui sont pour partie ici autour de cette table. On a quand même, si on a envie de se projeter dans les années à venir, la notion de compétitivité qui va arriver par rapport au transport dit traditionnel. Quel est le modèle économique actuel de Tote et comment quels objectifs vous fixez et comment vous souhaitez arriver à les remplir? Oui, c'est vrai que cette notion de surcoût ou c'est combien oui, c'est plus cher, etc. Pour nous, c'est plus une notion des valeurs. C'est-à-dire que
dans les transports, comment on les fait aujourd'hui, il n'y a pas que la supply chain, il y a aussi le marketing, il y a aussi même la RH. Parfois, c'est un projet qui rassemble. Et les impacts, comme on vient de le dire, sont aussi, et vont au-delà. C'est-à-dire que, par exemple, pour donner aussi un élément très clair et plus scientifique, c'est que nos prix ne sont pas corrélés au prix du bunker. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut proposer, on ne peut pas comparer, mais on peut proposer un transport différent, un transport qui va garantir une stabilité, quelque chose qui est inédit, et aussi un transport qui va vous donner des informations au client final sur tout ce qui se passe en mer. C'est quelque chose qui est aussi unique et qui va pouvoir transférer cette valeur environnementale au consommateur final. Et puis le vent varie, mais le cours du vent ne varie pas. Enfin, il n'est pas encore coté en bourse, quoi. Oui. Et autre élément aussi qui intéresse beaucoup nos chercheurs et qui se confirme, c'est qu'aujourd'hui, les transports maritimes, qui est très opaque et congestionné, etc., ça, on ne les voit pas, mais les conséquences pour nos clients, c'est qu'ils ne savent pas quand est-ce que les conteneurs vont arriver, combien de temps, et parfois ils prennent beaucoup plus de temps que vraiment les trajets. Et chez nous, c'est ce qu'on voit dernièrement, on peut garantir un temps concret d'arrivée, donc c'est réduit. Ils peuvent avoir leur café vraiment 10 jours après, l'avoir commandé. Donc ça, c'est aussi un avantage. Et ce qui aussi est le fait d'avoir une flotte, donc on en a 2, nous permet d'avoir... C'est donc une flotte à 2, à partir de 2. C'est la notion de fréquence, c'est-à-dire que les transports, il est là, donc si nos chargeurs, on vient une fois par an, ils ne vont pas pouvoir confier sur ces trajets, confier nous confier les produits. Par contre, avec une flotte, voilà, on pourra avoir une fréquence qui va permettre de grandir ensemble. Et on parlera des perspectives effectivement tout à l'heure, mais on a quand même nécessité d'adapter un petit peu la logistique sur les ports d'où vous partez et où vous arrivez, parce que c'est pas la même taille de conteneur que évidemment les énormes paquebots. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui est en cours sur à certains endroits? Est-ce que cette logistique en elle-même est plus légère, plus durable aussi? Alors, c'est vrai que les containers, cette forme, container, c'est vraiment les vecteurs de l'économie mondiale aujourd'hui. Nous, on sort du conteneur, on revient à la palette, mais c'est pas assez, c'est inédit. C'est-à-dire que ça se voit beaucoup, mais il y a beaucoup plus de marchandises qui se transportent de façon en vrac ou en cargo. Du coup, c'est pas. Par contre, pour nos clients, c'est vrai que ça a demandé un changement, ce qu'évoquait tout à l'heure Alexandre, de toute la chaîne, et qui est en train de finalement, on va s'éprouver ou s'améliorer. Et puis sans doute de donner quelques idées. Sonia Lehmann, sur cette question, on parlait d'externalités positives autres que évidemment simplement le coût du transport en lui-même. C'est ça aussi qui a conduit Martel Moum-Perrier-Jouët à tenter ce pari et à y aller franchement. Oui, alors nous on a quand même la conviction profonde que dans un monde sans énergie fossile, le transport à la voile est une vraie solution d'avenir. Et le fait qu'il n'y a pas la volatilité qu'on constate sur les marchés de l'énergie, c'est un vrai argument quand même économique à long terme. Et effectivement, il y a d'autres co-bénéfices à faire ce choix-là. Et notamment quand on travaille dur sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ça raconte quand même une histoire qui est assez forte d'aller jusqu'à la livraison de nos produits en cargo à la voile. Sachant que donc on est sur des maisons de champagne et de cognac qui ont 200 et 300 ans d'histoire, donc elles retournent vers le futur. Elles retournent sur un mode de transport privilégié qui fait beaucoup de sens. Guillaume Legrand parle souvent de lien ombilical. On est sur des marques qui sont très liées à un terroir. On est sur des AOC. On fait du champagne qu'en Champagne. Pareil pour le cognac. Donc le fait d'avoir cette traçabilité, ce navire qui part d'un endroit, voilà, ça vient renforcer l'histoire et l'héritage qu'on porte avec nos maisons.
Et puis d'un point de vue qualitatif aussi, ça a des co-bénéfices puisque on utilise des quais qui sont moins congestionnés. On n'a pas le risque d'avoir des bouteilles qui stationnent sur des quais qui pourraient être chauds, ensoleillés, exposés à des intempéries. Donc on pense que c'est bénéfique pour la qualité des vins. Et puis de la même façon, la cale est sous le niveau de la mer. Donc d'un point de vue température, on est sur des variations de température maximum de 1 degré. Donc on pense que c'est aussi les meilleures conditions qu'on peut espérer pour nos produits. Et puis d'un point de vue environnemental, on a parlé beaucoup du carbone parce que c'est quand même l'indicateur le plus frappant. Mais il y a aussi des co-bénéfices en termes de biodiversité, de nuisances pour la faune marine. Donc, absolument, oui. Qui sont pas effectivement anecdotiques et qui sont aussi à prendre en compte. Vous parliez de long terme, Sonia Lehmann. On va enfin se projeter un petit peu sur l'avenir. La question que j'ai envie de vous poser, Alexandre Bélanger, vous disiez que vous aviez pris conscience il y a des années. On a tous, toutes et tous pris conscience il y a quelques années du monde dans lequel on allait être plongé dans les années qui viennent. L'imaginaire, quand on parlait de mer à ce moment-là, c'était Waterworld, donc des mondes encore une fois complètement dystopiques. Là, on a quelque chose qui pourrait se rapprocher, non pas d'une utopie, mais au moins d'un retour aux sources qui nous permettrait d'aller vers quelque chose de positif. Est-ce que c'est... Donc vous y avez participé, Alexandre, vous l'avez pris en compte. Est-ce que vous aviez quelque chose comme ça en tête? Est-ce que faut être un petit peu utopique pour se lancer dans un projet comme celui-ci? Et est-ce que vous pensez que ce mode de transport-là peut, in fine, remplacer le mode de transport maritime carboné tel qu'on le connaît à l'heure actuelle? Alors, moi, je ne pense pas qu'il faut être utopique. Je pense qu'il faut juste avoir un peu d'audace et c'est tout. Mais ce n'est pas de l'utopie. C'est juste essayer de croire dans quelque chose de différent puis de s'accrocher pour qu'il se réalise. Et on le voit puisque ça se réalise. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de la question. Je savais que vous réagiriez comme ça. Non, c'est pas de l'utopie. Et est-ce que ce mode de transport... Oui, ce mode de transport, en fait, effectivement, dans un monde où je dirais qu'on risque très fortement de manquer d'énergie fossile, ce mode de transport peut remplacer le mode actuel, mais ça ne va pas aller sans un travail qui va être fait sur la consommation. En tout cas, sur les filières café et cacao, moi, je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup trop. Voilà. Donc, je suis beaucoup plus pour une réduction de la consommation et une amélioration de la qualité. Et dans cette amélioration de la qualité, on peut travailler l'amélioration de la qualité organoleptique, l'amélioration de la qualité agricole et également l'amélioration de la qualité du transport. Donc, dans un monde où on réfléchit un peu différemment à ce qu'on consomme et à combien on consomme, on peut tout à fait remplacer le transport maritime classique par du transport à la voile. Et ce monde-là, il est potentiellement du coup les prémices en tout cas sont en train de se mettre en place. Diana Messa, en tant qu'armatrice, vous avez des projets d'avenir. Vous parliez de flotte, vous dites deux bateaux, c'est une flotte. Est-ce que cette flotte va s'étendre dans les années qui viennent et si oui, à quelle échéance? Tout à fait, c'est les premières étapes. On éprouve les technologies, les modes de chargement, tout est en train d'être testé. En même temps, on savait que les changements d'échelle étaient, comme je le disais tout à l'heure, indispensables. Donc, on est en ce moment 6 navires sister ship, donc exactement le même navire en construction, qui vont pouvoir assurer ces flux qu'on a déjà identifiés. En même temps, on prépare aussi l'avenir, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de travailler sur la R&D de ce qui va suivre, c'est-à-dire un navire plus grand, peut-être pas, mais des gréements différents. Voilà, on est déjà sur des étapes comme ça. Et puis tout en sachant que les mondes fluctuent, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, c'était une étape des post-Covid où les prix du transport étaient vraiment très très hauts. Donc nous, on était compétitifs. Donc voilà, on se prépare à un monde d'avenir. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais on est déjà agile pour réagir à ce qui va arriver. Et avec 6 plus 2, donc 8 bateaux, à échéance quelle année? Fin 2028.
D'accord. Et là, vous pouvez effectivement assurer en logistique, il y a quand même une notion très importante de flux régulier. En fait, c'est ça que vous visez pour effectivement remplir, j'allais dire, le carnet de commandes, soyons précis, de façon plus pérenne. Tout à fait. C'est Ouais. ce qu'on envisage, c'est des départs hebdomadaires. C'est ce que, avec 8 navires sur la ligne justement Le Havre-New York. Ouais, Le Havre, New York. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du port dans lequel on arrivait. On arrive effectivement à New York. C'est pour continuer le cheminement. Et de votre côté, Sonia Lemann, du côté Martel-Moum Perrier-Jouët, les perspectives d'avenir sur cette question du transport. Alors peut-être du transport d'abord, effectivement, dont on parle là ce soir, maritime à la voile. Mais globalement, vous parliez d'objectifs de décarbonation assez importants sur ce sujet-là. C'est quoi la suite de votre côté ? Donc effectivement, nous, on a besoin que la fréquence, en gros maintenant, on a une fréquence de 1 fois par mois et on va passer dans les années à venir à 1 fois par semaine progressivement. Donc ça va être critique pour qu'on puisse absorber tout notre flux sur cette route. Et puis après, on a d'autres routes sur lesquelles on regarde ce qui se passe. Ce sera peut-être pas exactement le même dispositif. Ce sera peut-être des biocarburants ou d'autres technologies. Mais l'idée, c'est en fait de ne pas mettre dos à dos les différentes solutions. En fait, toutes les solutions doivent coexister. Et donc, de travailler avec l'ensemble des acteurs pour que les choses évoluent. Partout. Vers la décarbonation la plus importante, effectivement, et on prend en considération l'ensemble de la filière. Je voulais juste préciser aussi quelque chose, peut-être avec vous, Diana, on parle de transatlantique, on ne peut pas, quand on parle de transformer l'ensemble du transport maritime, il y a des endroits qui sont quand même moins prévisibles que l'Atlantique. Donc le transport à la voile, est-ce qu'il est possible sur tous les océans ou pour l'instant en tout cas, avec les technologies actuelles, uniquement dans l'Atlantique? En fait, c'est possible partout, mais c'est vrai qu'au large, il y a comme des autoroutes, comme ici, les Alizés. Donc voilà, il y a comme des autoroutes. Donc l'idée, c'est de vraiment optimiser. C'est pour ça qu'on a choisi cette route. Et puis c'est une route historique aussi, parce que ça n'a pas changé. Et du coup, nos calendriers d'exploitation sont basés sur cette saisonnalité des vents, la saisonnalité aussi des récoltes. Et donc voilà, on est vraiment lié à l'élément pour construire notre planning d'exploitation. Très bien, ça c'était ma question subsidiaire. Peut-être que vous en avez également dans la salle des questions, puisque on a quand même 2 micros qui sont là, qui sont ouverts. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai plein, mais ce serait quand même pas mal que vous puissiez poser vos questions à nos intervenants et intervenantes tant qu'ils sont sur scène. Il va falloir, pardon, je suis désolé, en revanche, allez saisir un micro au milieu, monsieur. Et si vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, c'est toujours mieux de savoir à qui on parle. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Xavier Marcet. Je travaille un peu dans le transport et l'hôtellerie et le tourisme. Donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Hein, merci beaucoup. Oui, j'avais une question sur est-ce que, par exemple, on pourrait traverser le canal de Suez un jour à la voile. Après, donc qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de vent? Est-ce que, par exemple, vous avez des moteurs qui permettent de prendre le relais? Et puis le café, par exemple, comment il transite jusqu'à New York? Parce que si le point de départ c'est New York, j'imagine qu'il y a aussi du transport en complément. Alors on va commencer par effectivement, est-ce que vous avez des moteurs qui prennent le relais quand il n'y a pas de vent, Diana, sur vos bateaux? Oui, tout à fait. Par mesure de sécurité, on est obligé d'avoir des moteurs. Vous parlez de canal de Suez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas emprunté, mais pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les outils, il y a un conflit vraiment très, très important, donc on est obligé de faire tous les tours. La deuxième question, c'était... Ce sera possible aussi, indépendamment des questions de sécurité. Est-ce que c'est possible, techniquement possible? Oui. De passer à la voile? Nous, on utilise, quand c'est pas possible, on utilise nos moteurs et quand on a cette mode, on est comme un cargo classique avec toutes les conditions de sécurité nécessaires pour naviguer n'importe où. Et Alexandre Bélanger, la question sur l'origine du café qui doit bien arriver à New York d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire de quelle façon arrive-t-il à New York? Ce sera votre dernière question parce qu'on doit vous libérer pour prendre votre train. Non, le café ne part pas de New York, le café part des pays producteurs. Donc pour le moment, on a un départ de Colombie, de Santa Marta, on a un départ du Brésil
Le port, je ne le connais pas parce qu'il a été confirmé ce matin. Et on va avoir un départ d'Amérique centrale. Mais ça ne part pas de New York. Donc c'est le bateau qui se déplace de New York jusqu'au port. Le bateau dans les arrive pays à New York et producteurs. redescend. Ouais. Voilà. Ça fait Le Havre, New York, Santa Marta, par exemple, pour la Colombie, et Santa Marta, Le Havre. Voilà, donc le transport est assez réduit. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, jeune homme, vous pouvez prendre le micro aussi. Merci à vous. Du coup, moi, c'est Sacha Montel. Je suis stagiaire informatique à Pernod Ricard. Et alors, en tant qu'étudiant, on est souvent amené à faire des voyages à l'étranger pour faire un Erasmus, par exemple. Et nous, dans notre école, on est beaucoup amené à partir au Canada. Et mon école cherche actuellement un moyen de solution pour nous envoyer pas en avion. Et du coup, ils se sont penchés sur le cargo. Est-ce que vous comptez, du coup, pouvoir prendre et emmener des personnes avec vos cargos? On a tous envie de monter dessus, vous le savez, vous J'en d'avoir beaucoup. J'en ai pas parlé, mais c'est un cargo. Du coup, on a 12 passagers. On a 6 cabines doubles pour 12 passagers, comme tous les autres cargos. Donc, pour l'instant, c'est les débuts. Donc, on va commencer vraiment en fin d'année. Donc, vous pouvez vous inscrire et participer. Donc, par exemple, le Havre, New York, c'est 13 jours. 13 jours de Le Havre, New York. Et vous avez une estimation du tarif? Il y a des commerciaux dans la salle, vous pourrez vous en rapprocher. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre question. On peut vous libérer, Alexandre, si vous avez votre train à prendre. Sinon, on peut vous rester 5 minutes avec nous encore sur scène. Vous êtes bien? Bon, on va rester 5 minutes encore. J'attendais une autre petite question. J'ai cru qu'il y avait une main qui se levait. Oui, à côté, allez-y. Hop. Et ce sera, vraisemblablement, une des dernières en tout cas. Bonsoir. Bonjour, donc moi aussi je suis stagiaire chez Pernod Ricard. Et vous en avez beaucoup quand même, des stagiaires. Merci pour l'invitation. Moi ma question c'était, parce que vous parliez justement de la nécessité de changer le transport, etc. face au dérèglement climatique. Est-ce que ça pose aussi peut-être un risque d'avoir donc des voiliers face par exemple aux tempêtes qui vont s'accentuer dans les océans, etc. Et comment vous comptez justement pallier à ce risque ou en tout cas le réduire? Une question d'actualité, merci beaucoup. Diana, vous pouvez prendre la réponse. C'est nos valeurs principales. Vraiment, dans nos valeurs principales, c'est vraiment on est humble parce qu'on est face à cet élément, donc on n'oublie jamais que la mer est un milieu inhospitalier. Par contre, on est aussi, ce que je disais au début, on a fait appel aussi à la technologie de la voile des plaissances qui s'est développée aussi par tout ce qui est routage et qui nous permet justement de naviguer de façon safe, tranquille. Mais les risques, pour tous les autres conteneurs, c'est pareil. C'est la mer, il ne faut pas oublier, c'est vraiment c'est un élément inhospitalier. Même si l'Atlantique est prévisible, il peut aussi s'avérer inhospitalier de temps à autre. Ouais. Dernière question, éventuellement, quelqu'un? Si vous avez une dernière question, on peut la prendre. Je ne vois pas de main qui se lève. Donc j'ai dit que moi j'en avais d'autres, j'en ai d'autres. J'en ai juste une dernière, peut-être encore, désolé pour vous Diana, mais c'est sur la formation des marins. Est-ce que ils existent, ils et elles existent? Est-ce ils et elles sont formés déjà? Est-ce qu'il faut peut-être développer une nouvelle filière de formation? Alors on sait qu'on a des marins en France qui sont de qualité, mais ce n'est pas des marins à la voile. C'est vrai, je n'avais pas pensé, mais c'est aussi un des impacts, c'est les valeurs sociales. C'est-à-dire que nous, on met en avant l'activité des marins qui, pour la plupart, ils sont un peu cachés ou nivellés par les bas. Nous, nos marins, ils ne sont pas formés à ce type de navigation parce que c'est innovant. Par contre, ils sont formés à la marine marchande. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de choisir nos équipages par rapport à leur expérience qui est plutôt personnelle à la voile et voilà, combiner les deux expériences pour pouvoir faire le maximum des navires. Et la prochaine étape, c'est justement à partir de ça, construire une formation, à nous, et la transmettre aux prochains étudiants des écoles des marines marchandes. Et vous avez j'ai encore des questions, pardon, mais après on arrête bientôt, vous inquiétez pas. Vous avez des concurrents sur votre créneau, sur votre secteur? Il y a des gens qui construisent des bateaux à voile à l'heure actuelle pour faire du transport maritime?
On a toujours eu beaucoup de projets qui se sont développés à côté. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un projet qui soit déjà construit. Par contre, il y a, et c'est vrai qu'en France, il y en a plusieurs, c'est bien représenté. Mais bon, pour l'instant, c'est des projets ou en cours de construction. Très bien. Eh ben, écoutez, en tout cas, on espère que le secteur va quand même se développer. On espère d'abord que vous allez continuer à vous développer et que le secteur, d'autres peut-être prendront le relais pour développer le transport en cargo, en cargo à voile. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Vous pouvez les applaudir du coup. Merci.